D'accord, donc les gens me demandent sans cesse de parler des navires comme la classe E, la classe B, la classe H, etc. Certains me demandent aussi de parler du programme global qui les a tous planifiés, le plan Z. Alors, pour tout remettre dans son contexte, installez-vous confortablement, sortez le schnapps ou son équivalent local, parlons du plan Z, aussi connu comme les rêves d'Hitler de domination navale. Hitler avait déjà négocié la levée des restrictions de Versailles sur la marine allemande, signant avec l'Empire britannique un traité autorisant une flotte allemande équivalente à 35% de la Royal Navy, tout en respectant les traités navals de Washington et de Londres sur le déplacement et le calibre des navires. Hitler avait rapidement rejeté tout cela en privé et lancé la construction de nombreux navires violant le traité, tout en affirmant publiquement que le Bismarck, pourtant surdimensionné, pesait en réalité 35 000 tonnes. Je veux dire, j'imagine que si vous attachiez une cargaison de Zeppelin dessus, vous pourriez réduire son déplacement à ce chiffre, mais tout de même. Mais en 1938, il décida qu'il en voulait plus, une flotte capable de défier la Royal Navy en haute mer. Une flotte de haute mer, si vous voulez, parce que, de toute évidence, cela avait si bien fonctionné la dernière fois. Le haut commandement naval allemand, merveilleusement appelé en allemand l'Oberkommando der Marina, avait réfléchi à cela et élaboré un plan. C'était le plan initial, pas le plan Z. Le plan X portait sur les croiseurs, sous-marins et Panzerschiff, ces raiders lourdement armés proches des Deutschland. Une version moindre, le plan Y, avait également été rédigé, mais Adolf Hitler ne voulait pas de plan moindre, il voulait des cuirassés, et c'est donc le plan Z qui les intégrait qui fut adopté. Cela incluait 10 cuirassés et 4 porte-avions pour immobiliser la flotte britannique principale, ainsi que de nombreux croiseurs à longue portée pour attaquer la marine marchande. Étonnamment, après la Première Guerre mondiale, seule une petite force de U-boots fut demandée. Le plan prévoyait 10 ans pour aboutir, excluant ainsi toute guerre avant 1948, car les guerres coulent des navires. Hitler approuva le plan et assura au chef de la marine allemande qu'il n'y aurait pas de guerre avant cette date, puis il déclencha rapidement une guerre mondiale l'année suivante, ce qui mit fin à la grande majorité du plan Z, car l'industrie de guerre allemande dut être réorientée et l'approvisionnement en matériaux clés devint plus difficile à obtenir. Comme on pouvait s'y attendre, la Royal Navy prit également cette fâcheuse habitude de couler des navires allemands, ce qui ne les aida pas non plus. Ironiquement, l'effet principal du plan Z en réalité fut de faciliter la guerre pour les Alliés, car cela signifiait que l'amiral Dönitz n'obtint pas autant de sous-marins qu'il le souhaitait avant la guerre, puisque l'argent et les matériaux étaient détournés vers d'autres projets navals. À ce moment, l'Allemagne disposait des classes Deutschland et Scharnhorst en service et construisait 2 navires de la classe Bismarck. Le plan Z permit à Hitler de commander la construction de 6 cuirassés supplémentaires de la classe H, ce qui porterait la flotte à 8 véritables cuirassés au total, plus les 2 Scharnhorst pour atteindre l'objectif de 10. L'expansion prévue de la flotte aurait été la suivante, des plus petits aux plus grands navires. Des vedettes lance-torpilles, avec un objectif de 90 vedettes lance-torpilles. Les Allemands construisaient le type 1939, qui était appelé une vedette lance-torpille, mais qui en réalité était un petit destroyer. Les suivants dans la lignée étaient sans surprise les types 1940. Comme ces navires utilisaient des matériaux disponibles après l'invasion des Pays-Bas, hors plan Z, on peut les ignorer dans l'analyse de ce qui aurait été achevé selon le plan Z, sauf pour préciser qu'ils ressemblaient à un destroyer de classe Fletcher et non à une vedette lance-torpille, soit en 1940. Le modèle suivant le plus probable aurait été la vedette lance-torpille type 1941, elle-même de la taille d'un destroyer moyen et armée en conséquence avec 4 canons simples de 105 mm, un à l'avant, un entre les cheminées et 2 superposés à l'arrière. Cela s'ajoutait à 6 canons anti-aériens de 37 mm en affût double et 8 de 20 mm en un affût quadruple et 2 doubles, une paire de tubes lance-torpilles triples sur la ligne centrale, et quelques lanceurs de charge de profondeur complétaient l'armement.
Dotés de sonars, de radars et d'une vitesse de 34 nœuds, ils étaient des destroyers standards de la mi-guerre, nommés torpilleurs car les véritables destroyers allemands étaient plus grands. Bien que leur conception ait été influencée par la Seconde Guerre mondiale, il faut noter que le modèle 1944 était en réalité une version agrandie du 1941 avec des batteries de flak renforcées, conçues pour la haute mer. Environ 60 navires de plus auraient été nécessaires pour atteindre l'objectif de 90 contre-torpilleurs. Les Allemands avaient conçu des contre-torpilleurs proches de petits croiseurs avec la classe 1936A, 3500 tonnes canons de 5,9 pouces défense contre avions lourds, nombreux tubes, lance-torpilles et mines, vitesse de 37 à 38 nœuds. Ils ont jugé cet armement trop lourd pour la taille du navire et, pour les modèles suivants, ont réduit le calibre principal à 5 pouces sur les 1936B, puis augmenté le nombre de canons à 6 sur les 1936C. Ces grands contre-torpilleurs auraient été rejoints par les types 1938B, plus proches d'un contre-torpilleur de flotte conventionnel. Les deux classes de contre-torpilleurs du plan Z dérivaient de ces modèles. Certaines, très lourdes, étaient munies de 6 canons de 128 mm à double usage, 8 tubes lance-torpilles et de nombreux canons antiaériens de 20, 30 et 55 mm. D'autres, plus légères, n'avaient que 4 canons de 128 mm, 6 tubes lance-torpilles et une batterie réduite d'environ 18 canons de 20, 37 et 20 mm antiaériens. Toutes les conceptions auraient pu dépasser 35 nœuds, et il aurait fallu 38 navires de plus pour atteindre 68 bâtiments par rapport au nombre réellement construit. Croiseurs éclaireurs. L'Allemagne voulait une flotte originale, tandis que la plupart des Marines avaient des destroyers de 1000 à 2000 tonnes, puis passaient directement aux croiseurs légers de 8 à 10 000 tonnes. Les Allemands construisaient des destroyers presque 2 fois plus gros que la moyenne et comptaient aussi sur le Spar-Kreuzer, proposé dans les modèles de 1938, 1939 ou 1940. Des débats existaient pour déterminer s'il s'agissait de destroyers surdimensionnés ou de petits croiseurs, car leur taille et armement rappelaient les croiseurs Arethusa de la Royal Navy, mais ils sacrifiaient presque tout le blindage, sauf contre les éclats, pour atteindre 36 nœuds. Leurs 6 canons principaux de 150 mix et 5,9 pouces étaient montés en 3 tourelles doubles. Comme sur les croiseurs Königsberg, 2 tourelles arrière superposées offraient une puissance de feu accrue en retraite, ces navires servant d'éclairage à la flotte. La version de 1939 remplaçait les tubes lance-torpilles par un hydravion et une catapulte, tandis que les deux autres conservaient 10 tubes au centre du navire, avec une batterie anti-aérienne lourde pour un navire aussi petit, 2 canons de 88 mm, 8 de 37 mm, et 8 de 20 mm, 22 de ces navires étaient prévus. Croiseurs légers. Après Lemden, les 3 Königsberg et 2 Leipzig achevés, le plan Z ne prévoyait que 6 croiseurs légers de plus. Appelés classe M, ils étaient de taille semblable à leurs prédécesseurs, mais remplaçaient les 3 tourelles triples par 4 doubles avec 8 canons de 150 mitrites, 5,9 pouces, adoptant la configuration standard, 2 tourelles superposées à l'avant, 2 à l'arrière comme sur la plupart des grands navires allemands. Ces navires citernes étaient également conçus comme éclaireurs et partageaient une vitesse de pointe de 36 nœuds avec les Speckreusers, mais ceux-ci étaient destinés à servir d'éclaireurs pour les groupes de raiders de commerce, contrairement aux groupes de combat que les plus petits navires devaient soutenir. Par rapport à leurs petits cousins, ils sacrifiaient 4 canons anti-aériens de 20 mm et 2 tubes lance-torpilles pour obtenir des canons anti-aériens de 88 mm supplémentaires, 60 mines et quelques hydravions. Leur blindage était faible avec une ceinture de 2 pouces et la conception finale avait un défaut majeur. Toutes les turbines étaient dans une même salle, rendant l'ensemble vulnérable à un seul coup. Il était prévu que les 2 derniers navires modifient cette configuration et, comme pour les Eaper, soient également physiquement plus grands.
croiseurs lourds. Le plan Z ne prévoyait pas de nouveaux croiseurs lourds après la classe Admiral Hipper, bien qu'il supposait que les 5 seraient tous achevés en tant que croiseurs lourds et non pas convertis en porte-avions ou vendus aux Russes. Cuirassés, le plan Z initial prévoyait 15 de ces navires, y compris les 3 de la classe Deutschland déjà construits. La douzaine restante devait être de la classe P, qui était une version améliorée de la classe D, elle-même une version améliorée des Deutschland. La classe D avait été annulée au profit des Scharnhorst plus tôt dans la décennie. La classe P, bien plus grande avec près de 24 000 tonnes, n'avait toujours que 6 canons de 11 pouces en tourelle triple comme les Deutschland, mais dans des versions améliorées et plus lourdes de la classe Scharnhorst. Il n'avait aussi que la moitié de l'artillerie secondaire, soit 4 canons de 150 mm. Le blindage devait être à peu près le même, avec peut-être un peu plus de protection sur les soutes à munitions, mais seuls 2 lance-torpilles triples étaient embarqués contre 2 quadruples sur les Deutschland. Alors, pourquoi doublait-il plus que le déplacement, me demanderez-vous? La réponse concernait surtout le carburant et l'autonomie, avec 50% de portée en plus et une vitesse maximale de 33 nœuds. Les 7 nœuds de plus demandaient plus de 3 fois la puissance du moteur. L'armement anti-aérien a été porté à 4 canons de 105 mm et 4 de 37 mm. Ces navires étaient entièrement dédiés à la mission de raid contre le commerce, cependant, ils ne survivraient même pas sur le papier jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'amiral Raeder réduisant d'abord la commande à 8 avant de l'annuler totalement en 1939 au profit des navires suivants. Croiseurs de bataille. Le plan n'ayant duré que moins d'1 an, les priorités ont vite évolué et la classe O montrait ce changement de stratégie. Au lieu d'envoyer des groupes de chasse au commerce dédiés composés des classes P et M, tandis que les groupes de combat forçaient les unités lourdes de la Royal Navy à rester près de chez elles, la nouvelle stratégie exigeait que les anciennes unités de combat affrontent les escortes de convoi et les éléments de la flotte, tandis que des unités attachées comme la classe O s'attaquaient aux navires marchands. Une réflexion était que choisir le croiseur de bataille comme Raider standard au lieu d'un cuirassé de poche forcerait la Royal Navy à escorter tous les convois avec de vrais cuirassés et non de nombreux croiseurs lourds ou super-croiseurs, affaiblissant ainsi toute flotte itinérante que la classe H pourrait croiser. Ainsi, les 3 navires de la classe O étaient conçus uniquement pour détruire des navires marchands et croiseurs avec une ceinture blindée mince de 190 mm et une vitesse maximale de 65 km/h, bouleversant le concept de croiseur de bataille allemand de la Première Guerre mondiale axé sur la protection. Avec 2 avions à bord, le navire possédait 6 canons de 380 mm en 3 tourelles doubles et 6 canons de 150 mm en tourelles doubles, une sur chaque aile et une au-dessus de la tourelle arrière. 8 canons antiaériens de 105 mm et 8 de 37 mm en affût double, ainsi que 20 canons de 20 mm montés individuellement, constituaient l'armement antiaérien du navire. 4 hydravions de reconnaissance étaient aussi inclus. Porte-avions, le plan prévoyait un total de 4 porte-avions, 2 de la classe Graf Zeppelin qui étaient déjà en construction et 2 autres d'un modèle modifié à suivre. Les navires disposaient d'une batterie anti-surface de 16 canons de 150 mm en casemate jumelé, 12 canons de 105 mm et 22 canons anti-aériens de 37 mm en affût double, plus 7 affûts quadruples de 20 mm. Bien qu'ils soient capables d'atteindre 35 nœuds, l'accent mis sur les batteries séparées anti-aériennes et anti-surface signifiait que même à 33 500 tonnes, c'est-à-dire le déplacement équivalait à celui d'un porte-avions classe Essex, mais le groupe aérien ne comptait qu'une quarantaine d'appareils, des Ju-87 Stuka modifiés comme bombardiers en piqué et torpilleurs, et au début des Messerschmitt 109 navalisés comme chasseurs.
L'utilisation du chasseur doté peut être du train d'atterrissage le plus instable et délicat de la guerre pour des opérations embarquées était sans doute l'une des pires idées jamais conçues, et un appareil modifié avec un train d'atterrissage plus large, le Messerschmitt 155, devait être développé à la place. Bien que l'on sache peu de choses sur les modifications prévues pour la seconde paire, il est probable que la batterie de canon aurait été réduite en nombre mais augmentée en flexibilité grâce à une configuration polyvalente, ce qui aurait permis d'embarquer davantage d'appareils. Des projets secondaires prévoyaient de transformer des navires marchands en porte-avions légers ainsi que des idées de croiseurs et cuirassés hybrides. Cuirassés, allez, avouez-le, c'est la partie que tout le monde attendait vraiment, n'est-ce pas? 6 cuirassés de classe H étaient prévus. Au moins 2 auraient été du type H-39. Il s'agissait essentiellement de versions agrandies de la classe Bismarck, avec un déplacement standard de plus de 55 000 tonnes et remplaçant les canons de 15 pouces par des armes de 16 pouces. Avec la même configuration de 4 tourelles doubles, une puissance de 165 000 chevaux sur l'arbre propulserait les navires à 30 nœuds avec une batterie secondaire de 12 canons de 150 mm en tourelle double, 16 canons de 105 mm et 16 de 37 mm en affût double et 24 canons de 20 mm montés en affût quadruple pour l'armement anti-aérien, ainsi qu'un dispositif plutôt inhabituel de 6 tubes lance-torpilles immergés à l'avant. Cet ensemble anti-aérien aurait sans doute été renforcé ou modifié à l'achèvement des navires. La protection blindée ressemblait à celle du Bismarck pour la ceinture, mais le schéma du pont a été modifié. Le blindage en carapace subsistait avec une épaisseur de 150 mm au-dessus des soutes à munitions, contrairement au modèle précédent. Cependant, un pont supérieur secondaire de 2 à 3 pouces d'épaisseur était également prévu, légèrement plus épais que l'équivalent sur le Bismarck. On ignore si ce navire plus grand gardait la faiblesse du Bismarck, avec les câbles de contrôle de tir exposés au-dessus du blindage. Tous les projets ultérieurs élaborés par la Kriegsmarine ont en réalité été fortement influencés par l'expérience de la guerre ou relevaient tout simplement de la fantaisie, donc ils ne peuvent pas être utilisés pour évaluer à quoi auraient ressemblé les 4 derniers navires. Avec les Britanniques construisant la classe Lion, il est probable que la seconde paire aurait vu ses canons réalisés à 16,5 pouces, comme prévu sur la version H40 et 1. Quand la dernière paire aurait été construite, les détails du Yamato auraient sans doute été connus, et des navires plus grands avec des canons plus lourds probablement demandés. Mais les H-42 à H-44 n'auraient pas été sélectionnés, car ils n'auraient pas pu être construits de manière classique en raison de leur taille. Les possibilités les plus probables seraient soit une autre paire de H-39 révisée avec des canons de 16,5 pouces, soit un modèle révisé avec plus de blindage et 3 tourelles triples de 16,5 pouces, ou peut-être une version avec 6 canons en 3 tourelles doubles d'un calibre proche de celui du Yamato. Gardez à l'esprit que le Yamato a demandé une grande préparation en infrastructure navale, et même si l'Allemagne et d'autres auraient voulu réagir, le navire final aurait dépassé le cadre du plan Z. Maintenant, avec tout cela dit et fait, à quel point le plan Z était-il réaliste et pratique? Nous pouvons examiner 2 aspects, la praticité globale et individuelle. En termes de praticité globale, cela se résume principalement au coût, et il est extrêmement improbable que l'Allemagne aurait pu mener le plan à bien dans son intégralité sans de graves répercussions économiques. L'Allemagne n'était pas dans une position comparable face aux autres économies mondiales, contrairement aux années 1900. Avec les plans d'expansion de la Wehrmacht, de la SS et de la Luftwaffe, elle aurait dû soit réduire le plan Z, soit trouver un financement supplémentaire. Soyez sûr que la Wehrmacht, la SS et la Luftwaffe refusaient de céder un seul Reichsmark à la Kriegsmarine si possible. Mais en supposant qu'on ait trouvé un arbre à argent magique ou qu'Hitler ait simplement continué à annexer divers pays sans que personne ne s'en étonne, examinons les différents modèles.
Les vedettes lance-torpilles étaient relativement pratiques, étant en fait des destroyers de taille moyenne sous un autre nom, donc je ne prévois pas qu'elles rencontrent de grandes difficultés opérationnelles, à part le fait d'être complètement moqué pour être un loup déguisé en agneau. Les destroyers étaient surdimensionnés. Les Narviks souffraient déjà de problèmes de stabilité dus à un armement excessif. Même si la première série du plan Z aurait pu l'éviter, les navires suivants auraient sans doute connu les mêmes soucis. De plus, malgré, et pour être honnête, en partie à cause de leur taille, de leur armement et donc de leur coût, ils auraient couru un risque sérieux d'être submergés, surpassés en nombre et en puissance de feu par des essaims de destroyers plus petits et moins chers, qui pouvaient tout de même disposer de batteries principales à tir rapide efficaces. Des navires comme les Tribals, la classe GM, ainsi que les Summoners et les Gearings me viennent tous à l'esprit. Les croiseurs éclaireurs, honnêtement, je ne vois pas vraiment d'utilité pratique pour eux. Certes, ils sont conçus pour un but très spécifique, mais en réalité, ce ne sont que de très grandes cibles pour le type de navire qu'ils sont. Ils ne peuvent pas combattre les croiseurs. Avec leur manque de blindage et leur taille, ils pourraient même perdre face à un destroyer bien commandé. Tout ce qui est plus gros les effacera dès qu'ils seront à portée. Il aurait mieux valu investir dans les croiseurs légers, un peu plus grands, comparables aux croiseurs Linder. Ils ne vaincront jamais un Town ou Brooklyn, mais comme raiders de commerce et éclaireurs, ils sont bien plus efficaces que les croiseurs éclaireurs et ne coûteraient sans doute pas beaucoup plus cher. Contrairement à leurs petits cousins, ils pouvaient vraiment affronter les destroyers et, en duo, auraient sans doute eu l'avantage sur la plupart des croiseurs d'escorte de convoi. Les croiseurs lourds sont les Hippers. Regardez ma vidéo sur la classe Hipper pour mon avis sur ce navire. Panzerschiff. Raider avait tout à fait raison d'annuler ceci. Par rapport au Deutschland, vous payez pour un navire bien plus grand, mais moins performant en combat d'artillerie contre des escadrons de croiseurs, car il est une cible plus facile et ne peut viser qu'un navire à la fois à cause de sa batterie secondaire réduite. Il ne pourra toujours pas échapper à un Renown, un Hood ou tout autre vrai navire capital rapide. Si ces navires sont indispensables pour la guerre de course, construisez plutôt plus de Deutschlands ou, si besoin, revoyez la classe D. Les deux options sont moins chères, donc vous perdrez moins lorsqu'elles seront de toute façon interceptées par les mêmes ennemis, et la seconde est en réalité capable de remporter facilement les combats dans lesquels la classe P était censée s'engager. Croiseur de bataille. Dans une certaine mesure, cela a du sens dans le contexte de ce que l'on savait en 1939, mais si la guerre tarde suffisamment pour qu'ils soient construits, ils se retrouveront dans un environnement où divers supercroiseurs comme l'Alaska, le Stalingrad, le B-65 et peut-être même les croiseurs de 9 pouces 2 de Churchill existeront tous, et à ce moment-là, leur nombre réduit d'obus et leurs ceintures minces signifieront qu'ils n'auront pas d'autre choix que de fuir. Même le Hood et les Renown se retrouvent dans une position de supériorité relative grâce à un meilleur blindage. Porte-avions. Le Graf Zeppelin était une conception hybride ratée. Un porte-avions n'est pas un croiseur, et il n'est pas censé participer à des combats de surface avec des canons. La seule exception fut le His Majesty's Ship Formidable à la bataille du Cap Matapan, qui ne tira qu'une salve avant de recevoir l'ordre de se retirer. Une conception révisée avec une batterie à double usage offrant plus d'espace pour le hangar aurait pu être efficace, mais les deux premiers navires restent mauvais. Avec leur groupe aérien limité et leur objectif, il vaut mieux les remplir de chasseurs et les utiliser pour la reconnaissance et la défense contre l'attaque aérienne, plutôt que de tenter un rôle offensif. Et enfin, les cuirassés, ils sont toujours conçus pour le combat rapproché et restent relativement inefficaces par rapport à ce qu'ils apportent, mais en termes de puissance de feu pur, les H-39 et leurs dérivés possibles sont tout de même des navires assez solides à condition que le talon d'Achille du Bismarck soit corrigé. Ils seraient des navires assez efficaces contre tous les adversaires, du moins jusqu'à ce que tout le monde commence à construire des réponses aux Yamato.
D'un point de vue purement technique, le plan Z peut être divisé en deux groupes. Les navires aux objectifs plus généraux, les torpilleurs, les croiseurs légers et lourds, ainsi que les cuirassés, forment un groupe, et ce sont tous des conceptions parfaitement fonctionnelles et opérationnelles qui auraient été très efficaces dans leur rôle désigné. L'autre groupe, composé des grands destroyers, des croiseurs éclaireurs, des Panzerschiff, des croiseurs de bataille et des porte-avions, est en grande partie beaucoup trop spécialisé pour des rôles très spécifiques et dépend du fait que l'ennemi coopère sur le plan tactique et stratégique avec cette méthode de guerre choisie. Leurs faiblesses sont vraiment beaucoup trop faciles à exploiter, que ce soit par certaines unités existantes ou par de légères modifications ou améliorations de la conception d'autres unités qui auraient été construites en parallèle. Par conséquent, comme prévu, la flotte du plan Z aurait probablement subi un sort similaire à celui de la flotte de haute mer. Quelques succès épars outre-mer avant d'être balayés des océans, suivis d'un long face-à-face jusqu'à ce que Hitler ordonne à la flotte de bataille de sortir pour un combat glorieux, ou que la Royal Air Force rase les docks et les quelques kilomètres carrés environnants où ils sont stationnés. L'absence de sous-marins rend toute tentative de guerre de course inefficace. Si cela ne tenait qu'à moi d'apporter des changements et en supposant que quelqu'un puisse garder Hitler enfermé dans une pièce pour l'empêcher d'appuyer sur le bouton Lebensraum pendant 2 secondes, et en supposant que je ne puisse pas augmenter la production de sous-marins, ce qui serait mon premier choix, j'utiliserais probablement l'un des plus grands modèles de torpilleurs pour concevoir une coque standard pour un destroyer plus grand, qui pourrait ensuite être construit en version canon ou torpille, probablement avec 5 points d'emplacement et des tourelles jumelées, en échangeant les tourelles contre des bancs de tubes, lance-torpilles, selon la variante que l'on construit. Si la guerre de course est prioritaire, il faudrait abandonner les croiseurs éclaireurs, les Panzerschiff et la classe O. À la place, il faudrait étendre la série des M-Class et peut-être envisager une production de quelques modèles Scharnhorst révisés pour faire face aux supercroiseurs qui finiront inévitablement par apparaître. Oubliez le porte-avions croiseur et construisez-en un dédié à l'aviation. Ah oui, éliminez celui qui a proposé le Bf-109 et optez plutôt pour le nouveau Focke-Wulf 190 naval. Et si possible, faites en sorte que quelqu'un conçoive une tourelle triple pour mes cuirassés. Voilà donc un résumé relativement bref du plan Z, ainsi que mon avis sur son efficacité probable. Je suis sûr que les gens voudront inévitablement jeter un œil aux Tillmans allemands, c'est-à-dire le H-40 et suivant, donc je suppose qu'il faudra qu'on s'en occupe à un moment donné aussi. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord ou si le plan Z aurait pu être fait autrement.